Abdoulaye Diop. Alors à présent, je vais vous passer la tablette pour suivre la question d'un confrère ivoirien et ça nous permettra de parler totalement d'autre chose, peut-être moins de la France. Bien sûr. Bonjour Excellence, je suis Armand Blédou, journaliste en Côte d'Ivoire. Avec la sortie du Mali de la CEDEAO et son ancrage dans l'AES, comment envisagez-vous l'évolution des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, notamment sur les plans économiques et sécuritaires? Deuxième question, le Mali a multiplié des accords avec de nouveaux partenaires stratégiques, en particulier la Russie. Peut-on s'attendre à un alignement des pays de l'AES sur cette politique diplomatique et militaire? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur la stabilité régionale? Troisième et dernière question, les sanctions de la CEDEAO ont fortement impacté l'économie malienne par le passé. En cas d'une escalade de tensions entre l'AES et l'organisation régionale, comment le Mali compte-t-il protéger ses intérêts économiques et ceux de ses citoyens? Merci, Excellence. Okay. Voilà, Excellence, voilà les questions de mon confrère Blédou de la Côte d'Ivoire. Alors la première question, c'est quel est l'état des relations aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali après la sortie du Mali de la CEDEAO? Bon, écoutez, le Mali, c'est vrai, comme le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO, et aujourd'hui c'est un fait, mais comme vous le savez, nous restons dans le même espace régional, nous restons dans l'Afrique de l'Ouest, et tous les pays sont en place, il y a déjà aussi des liens qui existent entre ces pays et qu'on va pouvoir développer. C'est que nous avons des relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, avec lequel il y a beaucoup d'échanges économiques et autres. Et nous, notre posture, c'est de continuer à œuvrer dans un esprit d'ouverture avec tous les pays qui sont autour de nous pour maintenir des relations économiques, des relations commerciales, mais dans un autre cadre, qui ne soit pas le cadre de la CEDEAO. Ça peut être un cadre bilatéral, ça peut être plus tard un cadre qui sera défini par la Confédération des États du Sahel pour pouvoir travailler. Encore une fois, notre problème avec les pays se situe à un niveau politique. C'est un problème politique. Mais sur le plan des liens humains, des liens historiques entre nos pays, nous avons toujours été pour une politique d'ouverture, une politique de bon voisinage avec tous les pays qui sont autour de nous, pour pouvoir aussi travailler toujours dans un esprit de promouvoir l'intégration africaine. Et le panafricanisme, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos pays ont décidé que les citoyens, soit ivoiriens ou d'autres pays membres de la CEDEAO qui sont dans notre espace confédéral, bon, sont les bienvenus et nous ne comptons pas imposer des visas ou des restrictions particulières à leur aller et venue. Et nous souhaitons pouvoir maintenir et renforcer nos relations commerciales avec ces pays dans des cadres qu'il faudra convenir. Et par rapport à ça, je pense que les pays peuvent continuer à travailler sur leurs relations dans un cadre bilatéral. Et aussi, le Mali et la Côte d'Ivoire sont tous des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est un marché commun, donc qui offre toutes les garanties nécessaires par rapport aux échanges économiques, commerciaux et humains entre les pays. Donc, là, vous me tendez une perche, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il n'y ait pas aussi une sortie de l'UEMOA et qui pensent que c'est incomplet de sortir de la CEDEAO tout en restant dans l'UEMOA. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, j'ai entendu beaucoup ce type de considérations, mais ce qu'il faut noter, c'est que avec la CEDEAO, nous avons estimé qu'une ligne rouge a été franchie, dans la mesure où nous appartenons à une organisation, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec abandon de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences de l'État malien qui ont été dévolues à cette organisation et que malheureusement, cette souveraineté que nous avons transférée à cette organisation est utilisée en retour comme une arme contre notre pays, y compris avec des menaces d'intervention militaire et d'agression de nos pays par d'autres puissances extérieures sous couvert de la CEDEAO. Sinon, si le Mali devait sortir de la CEDEAO, je pense qu'il était question de pouvoir même quitter quand notre pays était sous sanction. Bien sûr. Mais pourtant, nous sommes restés parce que nous voulons donner toutes les chances d'un travail en commun, mais nous sommes arrivés à la conviction que la CEDEAO constitue une menace.
y compris une menace militaire existentielle à l'encontre de nos pays. Et nous nous sommes assumés parce que pour les questions de survie de nos pays, pour les questions de souveraineté et d'indépendance de nos pays. Nous espérons qu'au niveau de l'UEMOA, des leçons seront tirées de ce type d'attitude qui a été tenue à l'endroit de nos pays et que ceci est inacceptable, quoi qu'il en soit. Parce que nous n'accepterons pas que la souveraineté de nos pays soit sacrifiée sur l'autel d'enjeux politiques ou géopolitiques. C'est ce qui nous a amené à cette décision. Donc, je pense que c'est la lecture que nous avons faite de la situation, une lecture pragmatique de cette situation. Mais chaque fois que nous sommes arrivés à des situations où notre appartenance à une organisation constitue une menace pour l'indépendance et la souveraineté de nos pays, je pense que nous n'hésiterons pas à nous assumer par rapport à cela. Alors, la question de mon confrère Blédou me permet de revenir sur quelque chose qu'on a constaté. Ce divorce a l'air difficile à être accepté, notamment par la CEDEAO. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Parce que la CEDEAO continue à donner des délais, continue à dire la porte n'est pas fermée et tout. Pourquoi la CEDEAO, selon vous, accepte très mal ce divorce? Bon, je pense que nous devons leur poser cette question à eux. Mais vous avez une idée. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que, bon, au début, d'abord, je pense qu'on ne nous a pas du tout pris au sérieux. On nous a pratiquement ridiculisés. 3 pays enclavés, pauvres, qui n'ont rien, donc ils peuvent même partir, ça ne change absolument rien. Ils n'ont qu'à y aller. Mais je pense que dans tout processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Et tout le monde est aussi important que l'autre. Je pense que beaucoup commencent à... C'est comme les sanctions dont vous avez parlé, que quand nos pays ont été sanctionnés, beaucoup espéraient que les sanctions ne seraient pénibles que pour nous. Et après, on s'est rendu compte que, bon, souvent, celui qui sanctionne peut subir plus les sanctions. Donc, je pense que nous sommes dans la réalisation de cela. On ne nous a pas pris au sérieux. Sinon, je pense que... et puis, même les mesures qui ont été prises contre nos pays ont été vraiment très injustes. Très injuste pour essayer de changer les régimes dans les pays, pour essayer de nous amener dans des limites qui n'étaient pas acceptables. Bon, aujourd'hui, je vois qu'il y a une autre lecture de la situation, mais le train est déjà passé. Nos États se sont assumés. Nous continuons notre travail dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel, encore une fois, je rappelle, nous ne sommes pas établis contre la CEDEAO, ni contre aucun peuple, aucun pays de la région. Nous sommes constitués en cette confédération parce que nous faisons face à la même menace existentielle qu'est le terrorisme et nous nous sommes organisés parce que nous avons aussi la même vision, nous avons aussi des similitudes sur le plan culturel, économique, etc., et même sur le plan des caractéristiques physiques appartenant au Sahel. Donc il y a un certain nombre de liens parce que cet espace qu'on appelle le Liptako Gourma a existé avant l'AES, parce que c'était un espace... Donc je pense que nous ne sommes pas là pour être contre des gens, contre des populations en particulier, mais c'est un objectif précis, travailler pour la sécurité de nos pays, travailler pour renforcer l'intégration économique entre nos pays, mais nous avons indiqué que nous restons ouverts à travailler, à maintenir des relations avec tous les pays de cet espace. Ouvert, ça veut dire quoi? Est-ce que pour vous, aujourd'hui... Ouvert en étant dehors. Voilà, ouvert. Ouvert en étant dehors. Donc, il n'y a plus de retour possible. C'est un chemin de non-retour qui a été emprunté avec l'AES. Un chemin de non-retour, mais si je dis ouvert, il faut que les uns et les autres aussi, qu'on commence à s'écouter, à se prendre au sérieux, parce que quand on dit qu'on s'est retiré, c'est qu'on s'est retiré. Aujourd'hui, nous avons constitué cet ensemble qu'est la Confédération des États du Sahel. Pour nous, toute discussion doit se situer aujourd'hui dans le cadre d'une discussion entre l'AES et la CEDEAO, en tant qu'entité à part, mais qui reste ouvert à maintenir des relations pacifiques, des relations de voisinage, des relations économiques avec d'autres pays de la CEDEAO, relations qui préservent d'abord les intérêts des populations. Parce que nos différents politiques ne veulent pas dire que nous sommes opposés sur tout. Nos peuples sont unis. Je peux même dire qu'on a un peuple ou des peuples ouest-africains qui sont unis, qui ont des liens qui n'ont pas commencé qu'avec la CEDEAO. Parce que ce qu'on parle, l'héritage de l'avancée de l'intégration de la sous-région, même si la CEDEAO a été un élément catalytique, c'est pas la CEDEAO
elle seule qui est à la base. Parce que de l'indépendance de nos pays en 1975, qui est la date de la création de la CEDEAO, nos pays, il n'y avait pas de visa entre nous, il y avait une libre circulation, les gens se fréquentaient. Donc la CEDEAO a contribué à mettre en place des mécanismes juridiques pour pouvoir amplifier cela. Donc je pense qu'il faudra qu'on intègre dans ce domaine qu'il y aura la Confédération d'une part, il y aura la CEDEAO, mais on n'est pas dans des schémas de confrontation. Nous devons pouvoir trouver les mécanismes nécessaires et les passerelles nécessaires pour faire en sorte que cette séparation au plan institutionnel puisse impacter le moins les systèmes économiques et commerciaux qui ont été mis en place depuis 1960. Voilà. Alors, est-ce que les changements à la tête des États voisins peuvent influer cette position? Parce qu'on a vu au Sénégal, ce n'est plus Macky Sall, c'est Diomaye Faye qui est arrivé. Au Ghana, c'est un nouveau président qui est arrivé. Il peut arriver que cette année, à la fin de l'année en Côte d'Ivoire, on ait un nouveau président, parce que si les problèmes sont au niveau politique, ça veut dire que ce sont les dirigeants de ces pays-là qui ont peut-être des lunettes du passé. Est-ce que s'il y a un changement de cap avec des nouveaux dirigeants qui arrivent, l'AES peut revenir sur sa position? Bon, je ne suis pas naïf pour penser que ce sont des individus, parce que ce dont nous parlons, ce sont des décisions qui ont été prises par une institution. Et c'est l'institution que nous avons quittée. D'ailleurs, si vous remarquez très bien, nous avons des relations amicales avec beaucoup de pays autour de nous, avec lesquels nous travaillons, qui sont aussi des États membres de la CEDEAO. Donc c'est une institution, si elle estime qu'elle doit se muer dans un sens ou dans l'autre, bon, écoute, on l'observera, mais nous nous réjouissons quand même de voir que certains dirigeants aujourd'hui qui arrivent à la tête de certains pays ont des approches, en tout cas des attitudes moins hostiles, moins va-t-en-guerre à notre égard, et qui estiment que nous devons pouvoir maintenir le dialogue, pouvoir travailler ensemble. Je pense que c'est une bonne chose, mais notre problème, encore une fois, c'est au niveau de l'institution, et l'institution, de mon point de vue, n'a pas changé depuis que nous avons quitté. Et les mêmes griefs que nous avons, je ne vois pas dans quelle mesure ces griefs ont été pris en considération. On va peut-être avoir l'occasion de revenir, parce que le fil de l'échange nous donnera ça. Ce que je remarque pour sortir de là, c'est que derrière vous, il y a un drapeau tout flambant, neuf, c'est la première fois que je le vois, c'est le drapeau de l'AES, et symboliquement, le Niger a été le premier des pays de la Confédération à faire une levée avec ce drapeau-là. Quelle est la valeur symbolique de ce drapeau de l'AES, auquel il va falloir forcément s'habituer? Bon, je dois d'abord dire que la montée des couleurs a été faite simultanément dans les trois pays. Après, le Niger s'est approprié, ça, on va plus parler du Niger. On peut tous s'en approprier, mais je pense qu'on n'est pas en compétition, mais c'est juste pour dire que c'était synchronisé dans les trois pays au même moment par les chefs d'État. Mais ce qu'on doit noter, c'est que le lancement, ou en tout cas l'adoption de ce drapeau, est quand même un pas supplémentaire dans le cadre de l'avancement pour la concrétisation des aspirations, en tout cas pour répondre aux aspirations de nos populations par rapport à cela. Et je pense que c'est important, c'est un symbole d'unité au niveau de nos populations, mais ça montre aussi toute notre détermination à aller de l'avant. Et si vous avez bien suivi aussi la symbolique de ce drapeau qui est de couleur verte, qui symbolise à la fois la croissance, la prospérité, le renouveau et la renaissance de nos pays, mais aussi toutes les richesses naturelles, minières de nos pays qui doivent nous servir pour aller vers une prospérité partagée. Je pense que ce drapeau est le symbole, en tout cas, de l'aspiration des peuples de cet espace d'avancer unis, et aussi de pouvoir vraiment avancer davantage dans le cadre confédéral, qui est un marchepied pour arriver à une fédération, qui est l'objectif ultime que nous recherchons pour nos peuples. Alors, avant le drapeau, il y avait le passeport. J'ai envie de vous poser, que vaut le passeport AES aujourd'hui? Est-ce que c'est un passeport qui va faciliter les déplacements des citoyens de l'AES? Est-ce que c'est un passeport qui a un poids aujourd'hui comparé à celui de la CEDEAO qui donnait un accès beaucoup plus large? C'est une façon déguisée de vous demander comment réagissent vos anciens partenaires de la CEDEAO par rapport à ça. Ce passeport vaut autant que tous les passeports qui existent dans le monde entier. N'a pas une valeur supérieure, n'a pas une valeur moindre que
ces différents passeports. Donc je pense que, ceci dit, il faut aussi noter que quand un passeport est issu, parce qu'il y a tout un débat qui n'a même pas lieu d'être, je crois qu'il y a certains cercles qui travaillent à pouvoir en faire un problème, parce que même quand vous parlez de passeport CEDEAO, il faut relativiser les choses, parce que nous on avait un passeport malien avant, à un moment il a été décidé de mettre le logo de la CEDEAO sur nos différents passeports, mais qui sont des passeports qui sont conçus par nos pays. Les spécifications ont été adoptées par nos pays, ce sont nos pays qui ont dépensé l'argent pour ces passeports. Donc ce sont des passeports nationaux estampillés avec le logo de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous avons des passeports nationaux estampillés du logo de l'AES. Mais quand un passeport est issu, quelles sont les procédures? Parce qu'il y a des procédures qui existent, comme en matière de monnaie ou autre, quand on a l'argent, comment les gens échangent entre eux. Quand il y a des passeports qui sont établis, il y a quelques procédures qu'il faut suivre quand même. D'abord, il faut notifier l'établissement d'un nouveau passeport avec ses spécifications et ses spécimens au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est basée au Canada. Et une fois qu'on a fait cette étape, d'ailleurs je rappelle que l'OACI fixe un certain nombre de spécifications techniques qui doivent être dans les passeports. Et en 14 points, le passeport que nous avons mis en circulation a 20 points de spécifications techniques, donc nettement au-dessus des exigences de l'OACI. Donc l'OACI est une première étape de notification qui doit notifier les différents pays, les aéroports que le Mali a mis en circulation, un nouveau passeport. Voici ses spécifications. Ensuite, il faut une notification à tous les pays. Ce que nous avons fait, toutes les missions diplomatiques et consulaires qui sont accrédités au Mali ont reçu la notification des spécifications et les spécimens physiques du passeport, et il en a été fait de même par nos ambassades du Mali, ambassades et consulats du Mali à l'étranger. Donc à partir du moment où on a fait cette étape, ce qui reste, c'est que bon, chaque pays a peut-être des procédures administratives internes pour pouvoir intégrer le nouveau document qui est sorti. Donc je pense que ce sont ces éléments qui sont en discussion avec certains pays qui disent « Bon, moi je n'ai pas reçu à temps, bon, je suis en train de mettre dans le système ». Mais à ce jour, je n'ai reçu aucune communication officielle, puisqu'on a écrit à tous les pays, d'un pays qui vient nous dire que nous, on refuse votre passeport. Et puis deuxièmement, les passeports là n'ont pas besoin d'être reconnus ou que l'AES soit reconnu à un titre ou à un autre. Par rapport à cela. Donc moi je pense que c'est un faux débat qui vise encore une fois aussi à créer le doute chez nos compatriotes, de créer des tensions ici et là. Mais je n'ai jamais vu d'ailleurs autant de débats autour d'un passeport. Les autres pays aussi, les autres pays qui nous envoient les passeports, mais nous on n'a pas le droit de veto sur un pays qui envoie le passeport. Le Mali, non. Ce qu'un pays peut faire par contre, c'est comme on faisait. Je sais qu'il y a quelques années, beaucoup de pays ont dit qu'ils n'acceptent pas des passeports si ce ne sont pas des passeports biométriques. Ça, c'est normal, ça, c'est des spécifications techniques. Bien sûr. Bon, mais si certains peuvent se mettre dans des postures de dire qu'il faut qu'on accepte ou pas, non. Je pense que le Mali a fait tout ce qui est nécessaire en termes de spécifications techniques, en termes de notification. Bon, je pense que nous regardons progressivement. Je pense qu'il y a eu un débat récemment par rapport à la Chine. Mais la Chine a commencé à délivrer des visas sur ce passeport, pour vous donner juste un exemple. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un problème artificiel qu'on veut créer. Mais l'édition d'un passeport est un acte souverain de chaque pays. Et on n'a pas besoin d'aller demander la permission d'un pays pour le faire. Alors, mon confrère a parlé de